Ça y est, maintenant, c'est Ah, enregistré. Merci. Oui, merci Jean-Baptiste. voilà, donc je disais, le corps noir, c'est une source intéressante en radiométrie, photométrie, parce qu'on connaît très bien sa loi d'émission, donc on peut l'utiliser pour faire des modèles simples de systèmes optiques quand on veut étudier les aspects photométriques. Et enfin, je vous donnerai quelques ordres de grandeur photométrique pour des sources naturelles. Alors, très rapidement, donc, la radiométrie, qui est le terme normalement consacré, c'est l'étude à la fois théorique et expérimentale de tous les rayonnements électromagnétiques, donc pas seulement du visible. Donc, la définition des grandeurs qui permettent de caractériser ces rayonnements, les relations entre ces grandeurs, et également tout l'aspect instrumentation pour faire des mesures photométriques avec donc les luminancemètres, les luxmètres, les sphères intégrantes, etc., etc. Alors, je vais passer sous silence pour ma présentation cet aspect instrumentation, par manque de temps, bien évidemment, comme vous pouvez le comprendre. Alors, le terme photométrique, normalement, il est réservé à la radiométrie du visible. Alors, pourquoi on a besoin de bien connaître la radiométrie quand on étudie un système optique? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, la radiométrie va nous permettre de modéliser la façon dont le flux se propage entre une source et un capteur. Donc, j'ai stylisé ici un système optique. Alors, pour moi, le système optique, c'est vraiment l'ensemble dans sa globalité. Ce n'est pas seulement l'ensemble de lentilles et le capteur. La source et le milieu de propagation font partie du système optique. Donc, vous avez une source, une étoile par exemple, un milieu de propagation, l'atmosphère, et éventuellement certains milieux optiques, des verres très épais, des choses comme ça. Donc, le système optique proprement dit, un détecteur. Et donc, la radiométrie va permettre de comprendre comment le flux se propage, encore une fois, de la source au capteur. Et elle va vous permettre d'établir, par exemple, au niveau du capteur, le rapport signal à bruit, l'expression théorique du rapport signal à bruit en fonction des différents paramètres du système optique. Alors, les quantités fondamentales, sans faire un catalogue à la Prévert, j'ai sélectionné les quantités les plus intéressantes. Je vais commencer par le flux. Donc, le flux, c'est un débit énergétique qu'on peut mesurer dans 3 systèmes d'unités. Je reviendrai sur les systèmes d'unités un peu plus tard dans ma présentation. Donc, on peut définir le flux énergétique qui sera mesuré en watts, le flux photonique, donc un nombre de photons par seconde, et enfin le flux visuel, donc dans un système d'unité qui est adapté à un détecteur très particulier qui est l'œil humain. Et à ce moment-là, le flux va se mesurer en lumens. Alors, dans le petit tableau là, qui est présenté devant vous, vous avez quelques ordres de grandeur pour 2 sources, donc une lampe au tungstène et un laser néodymium. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que ce sont des valeurs qui ne sont pas forcément, qui sont très génériques, qui ne correspondent pas forcément à des cas particuliers, mais ça vous montre comme ça que, par exemple, pour une lampe au tungstène, on va pouvoir caractériser l'ensemble du flux électromagnétique émis par l'intermédiaire du flux énergétique, donc 90 watts. On peut raisonner également en flux photonique, donc ici 10 puissance 21 photons par seconde. Et enfin, le flux visuel, une valeur typique, 1500 lumens par exemple. Alors ensuite, ce ne sont pas directement des grandeurs photométriques, mais ce sont des quantités qui vont être très utilisées quand on fait des calculs radiométriques. Donc, on considère que ce sont quand même des quantités, des quantités fondamentales qu'il faut connaître. Il y a la notion d'angle solide. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent cela. Donc, l'angle solide, il est défini sous sa forme différentielle de cette façon-ci. Donc, l'idée, c'est qu'on va observer depuis ce point, j'espère que tout le monde voit bien ma souris, on va observer, par exemple, un petit disque de surface DA. Et alors, ce disque, il peut être placé tilté par rapport à la direction d'observation, c'est-à-dire qu'entre la normale au disque et la direction d'observation, on aura un angle θ. Et donc, si on appelle D la distance entre le point d'observation et le disque, on a une formule bien connue,
de cet angle solide qu'on va noter d'ω. Donc, c'est au numérateur la surface apparente de ce petit disque, donc tel qu'il est vu depuis le point d'observation, et au dénominateur, donc vous avez le carré de la distance. Le terme cosinus θ en radiométrie s'appelle l'obliquité. Voilà. Alors, il y a un cas particulier intéressant qu'on utilise très souvent dans le cas où on a affaire à un système qui présente une symétrie de révolution autour, par exemple, d'un axe optique. Et donc, à ce moment-là, il est commode d'utiliser ce type de surface élémentaire pour définir un angle solide élémentaire. Donc, vous voyez ici, la surface élémentaire, c'est un anneau, en fait. Et donc, cet anneau, vu du point d'observation, va générer ce que j'appelle une coquille conique, hein, c'est-à-dire une espèce de cône qui a une certaine épaisseur angulaire d-alpha. Et donc, à ce moment-là, on montre très facilement, j'utiliserai cette expression un peu plus tard dans ma présentation, que l'angle solide correspondant, donc sous lequel vous voyez cet anneau, depuis le point d'observation, il est égal à 2π sinus alpha, le demi-angle au sommet du cône, d-alpha, qui est l'épaisseur angulaire du cône. Alors, une autre notion extrêmement importante, fondamentale en radiométrie et très abstraite, que les gens ont beaucoup de peine à appréhender, c'est la notion d'étendue géométrique. Alors, en anglais, c'est geometrical extent ou étendue. En anglais, les gens utilisent le terme étendue. Alors, je vais la définir ici pour faire très simple, en considérant un pinceau de lumière, c'est-à-dire un petit nombre de rayons. L'idée étant qu'en fait, quand vous travaillez après sur un faisceau réel, le calcul se fait au niveau différentiel sur un pinceau et puis on va ensuite intégrer sur l'ensemble du faisceau pour déterminer l'étendue géométrique totale. Alors, la façon la plus simple de définir une étendue géométrique, c'est tout simplement de considérer deux petits diaphragmes qui sont représentés ici, donc un rouge et un bleu, pour que ce soit plus facile. Donc, le rouge, c'est un diaphragme qui sera placé du côté de la source, pas forcément sur la source, mais au niveau du système optique, du côté de la source. Donc, les paramètres relatifs à ce diaphragme sont indexés avec la lettre S, S comme source, et puis donc un diaphragme qui sera choisi côté récepteur. Voilà. Donc, ces deux diaphragmes peuvent être, encore une fois, tiltés par rapport à la direction de propagation moyenne, matérialisée par les pointillés bleus. Donc, on pourra avoir deux obliquités, cosinus θs côté source et cosinus θr côté récepteur. Alors, à ce moment-là, l'étendue géométrique qu'on note D2G, elle est définie, c'est une définition par la fraction là, qui est affichée devant vous. Donc, au numérateur, on va retrouver le produit des surfaces apparentes, les surfaces réelles qui sont projetées dans des plans perpendiculaires à la direction moyenne, hein, donc DAS cosinus θs côté source, DAR cosinus θr côté récepteur, et encore une fois, on va diviser par le carré de la distance qui sépare les deux diaphragmes. Voilà, donc ça s'appelle l'étendue géométrique. C'est la relation de définition. Alors, à partir de là, on peut en déduire deux autres expressions qui sont plus commodes à utiliser de cette étendue géométrique, en remarquant tout simplement, par exemple, que dans la définition, la fraction DAR cosinus θr sur D2, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit juste avant sur la définition de l'angle solide, c'est tout simplement l'angle solide sous lequel vous voyez la surface bleue depuis la surface rouge. Et donc, on va pouvoir simplifier l'écriture de l'étendue géométrique et l'écrire comme donc, le produit de la surface apparente du premier diaphragme, côté source, multiplié par l'angle solide sous lequel on voit le second diaphragme depuis le premier. Donc, cet angle solide, on va l'appeler dωs. Alors, le fait de mettre des S partout, là, ça ne doit pas vous embrouiller, hein. C'est simplement pour se rappeler que quand on utilise cette expression, on la calcule en se plaçant côté source. Et puis, bien évidemment, vous avez le pendant.
côté récepteur. Si vous choisissez de vous placer côté récepteur, eh bien, vous aurez l'indice R qui va apparaître partout. Alors, le choix de savoir si on va se placer côté source ou côté récepteur, il dépend en fait de quelle quantité on cherche à calculer. Donc, vous allez comprendre ça un tout petit peu plus loin quand je parlerai des relations entre grandeurs. Alors, je n'ai pas précisé, mais c'était évident, hein, donc que l'angle solide, vous le voyez, c'est le quotient d'une surface par le carré d'une distance, donc il est sans dimension et il se mesure en stéradians. Et puis, l'étendue géométrique, donc vous voyez, on a en fait au numérateur un produit de surface et au dénominateur le carré d'une distance, donc elle se mesure en mètres carrés dans le système international. Alors maintenant, on approche progressivement des fameuses grandeurs photométriques. Je présente les principales et je commence par l'intensité en français, donc qui se traduit, mais j'y reviendrai, par intensity en anglais. Alors, l'intensité est en général utilisée quand on a affaire à ce que l'on appelle une source non résolue, c'est-à-dire par exemple une étoile, typiquement. Parce que l'idée, en fait, quand on va parler d'intensité, c'est que pour définir l'intensité, on va s'intéresser au flux émis par toute la source. Donc, quand on parle d'intensité, on n'a pas accès à la géométrie de la source. C'est une information qui est globale et qui concerne l'intégralité de la source. Alors, donc, la définition de l'intensité est la suivante. On va s'intéresser pour cette source au flux qu'elle émet dans une certaine direction, que j'appelle θ-phi, en coordonnées sphériques. Et ce flux, on va considérer qu'il est émis à l'intérieur d'un angle solide élémentaire qu'on appelle DAS. S pour se rappeler qu'en fait, on va travailler avec une grandeur photométrique relative à une source. L'intensité est relative à la source. Alors, l'intensité, par définition, c'est le quotient donc, du flux qui est émis dans cette direction à l'intérieur de cet angle solide par l'angle solide correspondant. C'est une quantité qui va être mesurée en watts par stéradian. Alors, si vous pouvez, par exemple, calculer ou mesurer la fonction I par rapport aux deux variables θ et φ, vous pouvez reconstruire une surface en dimension 3 qu'on va appeler l'indicatrice d'intensité de la source. Donc, par exemple, si vous achetez des LED chez des fournisseurs un peu scientifiques, vous pourrez avoir accès à ce qu'on appelle effectivement les indicatrices d'intensité de ces fameuses LED. Donc, c'est le comportement en 3 dimensions de l'émission codée en intensité. Et puis, donc, on définira aussi ce qu'on appelle une source isotrope par le fait que son intensité est constante, quelle que soit la direction d'émission. Donc, déjà, attention, une source isotrope, ce n'est pas une source qui émet un flux uniforme, ou etc. C'est quelque chose de précis. C'est l'intensité qui est constante, quelle que soit la direction d'émission. Alors, je vous donnerai un exemple un peu plus loin également dans ma présentation. On fera un mini-exercice en quelques 2-3 minutes qui sera basé sur l'utilisation d'une source isotrope. Alors, on avance dans les grandeurs photométriques avec une quantité qui est plus complexe que la notion d'intensité. C'est en français la luminance et en anglais, mais avec quelques réserves, j'y reviens un peu plus loin, donc la radiance. Alors, cette quantité, d'ailleurs, les astronomes l'ont appelée souvent, et certains continuent à l'appeler la brillance, brightness. Voilà, donc beaucoup d'appellations pour désigner un même terme, vous verrez, et ce qui ajoute à la confusion. Alors, qu'est-ce que la radiance? Alors, j'ai dit précédemment que pour l'intensité, on travaille globalement sur la source. On regarde l'ensemble du flux émis par la source dans une certaine direction, dans un certain angle solide. Au contraire, pour la luminance, on va
continuer à considérer bien évidemment une source en général étendue, une étoile, ce que vous voulez, mais pour définir en fait la luminance, on va considérer un petit morceau de la source que j'ai représenté ici. Donc, la source est étendue, elle peut avoir une taille quelconque, et en fait, on va définir localement la luminance par l'intermédiaire donc d'une contribution élémentaire de la source, là, dont je note la surface élémentaire DAS. Alors, cette petite fraction de ma source étendue, comme pour l'intensité, on va regarder son émission dans une certaine direction, à l'intérieur d'un certain angle solide centré sur cette direction. Et donc, on va définir, en fait, la luminance comme le quotient de l'intensité de cette source élémentaire par sa surface apparente. Alors, la surface apparente, c'est, encore une fois, la surface réelle projetée dans un plan perpendiculaire à la direction d'émission. Voilà, donc on a une quantité qui est un petit peu plus complexe parce que, très important, elle est définie localement pour un point de la source et elle correspond, elle aussi, comme pour l'intensité, à une émission dans une certaine direction. Alors, l'unité ici, c'est du watt par mètre carré par stéradian. Et alors, on peut aller à partir de cette définition un petit peu plus loin dans l'expression de la luminance, en remarquant que DI, c'est quoi en fait? C'est D2F divisé par D2 oméga. Donc, en fait, quand on élimine l'intensité élémentaire de la relation de définition de la luminance, on tombe sur cette autre écriture qui est la suivante. Donc, vous voyez, au numérateur, on a un flux élémentaire, celui qui est émis dans le petit angle solide centré sur la direction d'émission. Et au dénominateur, vous voyez apparaître en fait une quantité qui n'est ni plus ni moins que l'étendue géométrique qui est définie côté source. Donc, on va pouvoir écrire la luminance comme le ratio D2F S, le flux émis par la source, sur D2G, étendue géométrique, donc qui est défini par ce petit élément de source et par l'angle solide élémentaire à l'intérieur duquel on considère l'émission. Et donc, cette nouvelle façon d'écrire la luminance, elle a un gros intérêt parce qu'elle permet de déboucher. Alors, sur ce que j'appelle, là, il faut mettre des guillemets parce que c'est une appellation personnelle, mais je dis ça à mes étudiants pour leur montrer que c'est quelque chose de très important. On va tomber sur une des lois les plus importantes de la photométrie, en fait, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'en fait, le flux émis, il va être égal au produit de la luminance par l'étendue géométrique. Et donc, c'est à partir de cette relation-là, si vous voulez, qu'on peut décliner et déduire tout le reste de la discipline qu'on appelle la radiométrie photométrique. C'est pour ça que pour moi, c'est une relation vraiment fondamentale. Alors, vous remarquez, c'est très important, que c'est une relation différentielle. Donc, elle s'applique à une émission qui a lieu dans un petit angle solide. Autrement dit, elle est relative à ce que j'ai appelé un pinceau de lumière. Donc, si vous avez affaire à un faisceau réel qui est très ouvert, un cône avec un angle au sommet qui serait important, à ce moment-là, il faudra intégrer cette quantité-là pour obtenir le flux total. Mes cours de maths sont un peu loin. Le D2, c'est une dérivée, une double dérivée. Pourquoi D2? D2, c'est simplement pour être homogène avec… vous voyez, en fait, la luminance, c'est une quantité qui est définie ici, qui s'appelle L. Et pour rester homogène en termes d'infiniment petit, si vous voulez, là, comme il apparaît l'angle solide élémentaire et la surface élémentaire, sur la source, pour rester homogène, on a besoin d'un flux élémentaire à l'ordre 2 qu'on appelle D2FS. C'est simplement pour être homogène au niveau des notations. Alors, on pourrait, par abus, comme ça se fait très souvent, écrire que le flux, c'est la luminance par l'étendue géométrique, mais ce serait un abus et en plus, ce serait faux parce que, dans le cas général, je crois que je n'ai pas détaillé ça par la suite, mais en fait, ça se comprend facilement si vous voulez. Pour appréhender le flux total, il faut intégrer, vous aurez une intégrale double de cette quantité, la LD2G. Et comme dans le cas général,
la luminance n'est pas constante, vous ne pouvez pas la sortir de l'intégrale et donc en fait, vous restez bloqué avec une intégrale double que vous ne pouvez pas calculer. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, il faut être rigoureux au niveau des notations. Donc ça, c'est vous pouvez, par abus de langage, mais il faut savoir ce qu'on dit, dire que le flux, c'est la luminance par l'étendue géométrique, mais il faut bien savoir que ça ne s'applique qu'à un petit pinceau de lumière. Et donc, je vous rappelle, pour définir un pinceau, eh bien, le mieux, c'est d'avoir cette image dans la tête de deux petits diaphragmes qui sont ouverts, placés à une certaine distance l'un de l'autre. Et donc, tout le flux qui va passer à travers ces deux diaphragmes définit une certaine étendue géométrique. Et donc, vous voyez, par exemple, dans cette configuration-là, eh bien, le flux qui traverse ce dispositif, eh bien, il est effectivement donné par cette relation-là. Mais par contre, si vous agrandissez les deux trous, si ce ne sont plus des petits trous, si vous prenez par exemple deux composants optiques, deux lentilles dans un système optique, eh bien, vous ne pourrez pas dire que le flux total, c'est le produit de la luminance par l'étendue géométrique. En fait, vous avez cette fameuse intégrale double qu'il faut savoir traiter, et dans le cas général, en général, on ne sait pas faire, sauf cas très particulier, au niveau formel. Alors, concernant la luminance, donc, il y a un cas particulier intéressant, c'est le cas où la luminance est constante, quels que soient tous les paramètres, c'est-à-dire quel que soit le point sur la surface et quelle que soit la direction d'émission. Et à ce moment-là, donc, la source sera dite lambertienne. Voilà. Les étoiles, avec une excellente approximation, par exemple, sont des sources lambertiennes. Alors, je continue avec une notion que je pense que tout le monde connaît, c'est la notion d'éclairement. Donc, on considère un capteur. Sur ce capteur arrive du flux. Et donc, en fait, l'éclairement, ça n'est ni plus ni moins que la densité surfacique de flux. Donc, pour définir l'éclairement, en fait, il est défini localement, c'est-à-dire que sur l'ensemble du récepteur, on va considérer un petit élément de surface qu'on va appeler DAR, R comme récepteur. Et sur ce petit élément de surface sera incident un certain flux DFR, et donc le ratio des deux vous donne cette quantité qu'on appelle l'éclairement, qui se mesure en watts par mètre carré. Alors, c'est une quantité importante, Thierry l'a dit avant, parce que, par exemple, elle intervient dans la définition de la magnitude. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je pense que tout le monde connaît bien ça, puis je pense que Thierry fera des rappels. Mais c'est à partir, par exemple, de l'éclairement créé par une étoile, éclairement en général au niveau du sol, dans un plan de fond perpendiculaire au rayon de l'étoile, qu'on va pouvoir donc déterminer la magnitude. Cette magnitude étant elle-même calibrée à mesurer par rapport à une source de référence, la fameuse étoile de magnitude 0, pour laquelle on connaît dans le domaine du visible la valeur de l'éclairement, vous voyez le 2,87 10-8 watts par mètre carré. Voilà, je n'insiste pas plus. Alors, je finis cette première partie de ma présentation sur les grandeurs avec un tableau là, que j'ai rajouté très récemment, donc il est en français. Il n'est pas dans la version PDF que j'avais transmise à Thierry, donc je pourrais, Thierry, t'envoyer la version mise à jour. Alors, c'est un tableau intéressant dans lequel j'ai résumé sur la première colonne les principales grandeurs de la photométrie. Et puis après, les unités dans les trois systèmes d'unités classiques de la radiométrie photométrie, unité énergétique, photonique et lumineuse. Et puis, entre parenthèses, j'ai écrit en anglais le nom de ces grandeurs. Alors, là où la confusion arrive, c'est parce que vous voyez, en fait, une même grandeur peut avoir différents noms en fonction du système d'unité. Alors, le flux, par exemple, en unité énergétique, on l'appelle puissance. Enfin, en anglais, c'est power. Et puis, donc, en unité lumineuse, on va parler de flux, flux. Alors, l'intensité, elle ne pose pas de problème particulier parce que quel que soit le système d'unité, on va parler d'intensité. Mais vous voyez, par exemple, la luminance en français, alors, elle se traduira par radiance en unité énergétique, mais par luminance en unité visuelle, unité lumineuse. Voilà. Et puis, une autre joyeuseté aussi, c'est l'éclairement qui en anglais va se traduire par irradiance en unité énergétique, mais par illuminance en unité visuelle. Voilà. Donc, la difficulté de l'appréhension de la radiométrie, c'est un peu ça. Il y a des tas d'appellations et sans compter, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les termes brightness, etc.
hein. Donc, beaucoup d'appellations différentes, donc on ne sait plus très bien de quoi on parle, etc., etc. J'ai un autre exemple en tête. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent dans le domaine des lasers, par exemple, mais dans le domaine des lasers et notamment des lasers à impulsion très courte, qu'on va focaliser sur des cibles pour obtenir des valeurs d'éclairement extrêmement élevées, donc les chaînes laser pétawatts, etc., etc. Et ben les scientifiques de ces communautés-là, dans leur jargon, parlent d'intensité pour désigner donc des valeurs en watts par mètre carré qui sont obtenues après focalisation des impulsions laser sur des cibles. Ils parlent d'intensité, voilà, alors que c'est un éclairement. Donc là, de mon point de vue, ils ne sont pas très pardonnables parce que si les scientifiques se mettent à ne plus respecter les règles, et ben à la fin, il ne faut pas s'étonner que les étudiants sont complètement perdus et voilà. Donc, mais c'est malheureusement un abus de langage qui est toléré dans la communauté et qui ajoute donc à la confusion générale. Donc, on a toujours l'impression, vu de l'extérieur, que la photométrie, c'est quelque chose de très compliqué, alors qu'en fait, c'est très simple. Il y a des définitions, et puis si on les applique, eh ben, il n'y a pas de souci, ça se passe tout seul, hein. C'est extrêmement logique, la photométrie, radiométrie. Il n'y a vraiment aucun concept très compliqué à appréhender. Alors, les lois de conservation, je vais passer un petit peu vite, mais quand même les mentionner. Alors, tout d'abord, il y a des lois de conservation qui sont relatives à l'étendue géométrique. Alors, je ne vais pas faire les calculs, hein, n'ayez pas peur, il y a des relations là qui sont écrites, mais je ne vais pas détailler. Alors, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est que, vous voyez ici, on a une interface entre deux milieux, d'indice N1 et N2. Par exemple, d'un côté l'air et de l'autre du verre, quand on s'intéresse à un rayonnement qui serait réfracté dans une lentille. Alors, sur cette interface commune, en fait, vous voyez, on peut définir une surface élémentaire ds. Et à partir de cette surface élémentaire, on va pouvoir définir donc trois expressions possibles de l'étendue géométrique pour le faisceau incident, le faisceau réfléchi dans le premier milieu et le faisceau transmis dans le second milieu. Et alors, avec des calculs d'un niveau extrêmement élémentaire, on va pouvoir montrer que pour le faisceau transmis, eh ben, en fait, c'est le terme n carré d2g qui se conserve, terme qu'on va appeler l'étendue optique, par analogie avec une quantité bien connue en optique géométrique qu'on appelle le chemin optique, le fameux NE des interféromètres. Vous voyez, donc ici, n carré d2g s'appelle l'étendue optique et elle se conserve à la réfraction. Et donc, à partir de cette relation, si maintenant vous considérez la réflexion pour laquelle on reste dans le même milieu, ben, l'indice est le même des deux côtés de la relation. Et donc, on en déduit, c'est trivial, qu'à la réflexion, l'étendue géométrique est conservée. Et donc, à partir de ces considérations-là, ben, il est facile de déduire que pour un système optique qui fait de l'imagerie à partir d'une scène sur un capteur, eh ben, l'étendue géométrique du faisceau, depuis un point source jusqu'à un point image, elle est conservée, elle est constante. Donc, vous avez la même étendue géométrique entre le faisceau qui est émis par un point objet dans l'espace objet et puis le faisceau qui va converger sur un point image dans l'espace image, à condition qu'on travaille dans l'air des deux côtés. Mais bon, j'espère que c'est votre cas, même quand vous faites de l'astronomie. Alors, à partir de ces lois de conservation sur l'étendue géométrique, on en déduit des choses extrêmement intéressantes sur la luminance. Alors, donc, on va commencer dans le vide, donc en supposant, enfin le vide ou, si vous voulez, plus généralement un matériau homogène, hein, donc le vide, ou alors vous êtes à l'intérieur d'un milieu d'indice optique constant. Alors, l'idée, c'est que pourvu qu'il n'y ait pas de perte, c'est-à-dire que le flux se conserve entre la source et le récepteur, si vous vous souvenez que la relation fondamentale de la photométrie nous dit que ce flux, c'est le produit de la luminance par l'étendue géométrique, et en tenant compte des lois de conservation que j'ai juste exposées précédemment, eh ben, vous voyez, donc l'étendue
dans le vide, l'étendue géométrique disparaît et on montre, c'est trivial, donc que la luminance du rayonnement se conserve entre la source et le récepteur. Alors, c'est un peu une lapalissade, mais c'est démontré ici. Voilà. Alors, plus intéressant, dans le cas de la réflexion, on reprend le même raisonnement, mais vous voyez cette fois-ci le flux réfléchi, il est égal au flux incident multiplié par le fameux coefficient de Fresnel de la surface en réflexion. Donc, quand on utilise la loi fondamentale et puis qu'on simplifie par l'étendue géométrique qui se conserve à la réflexion, on tombe sur cette deuxième relation intéressante, c'est-à-dire que si vous êtes amené à considérer une réflexion sur un dioptre, la luminance du faisceau réfléchi, elle est égale à la luminance du faisceau incident multipliée par le coefficient de réflexion de cette surface. Et enfin, pour la réfraction, c'est exactement le même type de raisonnement. Donc, je vais droit au but. On va tomber sur une troisième relation qui est plus complexe parce qu'à la réfraction, on a vu avant qu'au niveau de l'étendue géométrique, en fait, c'est l'étendue optique qui intervient. Donc, il y a les indices de réfraction qui sont à prendre en compte. Et donc, vous voyez ici, interviennent dans cette relation de conservation entre le faisceau incident et le faisceau transmis, les indices de réfraction des deux milieux, et puis bien sûr le coefficient de transmission du dioptre considéré. Alors, par exemple, pour vous donner ici une illustration très simple des conséquences de cette relation-là, avec un système, avec un télescope ou une lunette astronomique, donc vous travaillez dans l'air, vous faites disparaître les indices, et la luminance du faisceau qui sort de l'instrument, elle est plus faible que la luminance du faisceau qui entrait. Elle est affaiblie du facteur, du coefficient de transmission globale de l'instrument. Et donc, quand on observe, les débutants sont toujours surpris avec ce résultat-là, quand on observe par exemple le soleil avec une lunette, alors surtout pas à l'œil nu, vous savez ça, etc., la luminance du faisceau qui sort de la lunette, elle est plus faible que la luminance du faisceau à l'entrée de la lunette. Voilà. Il y a un paradoxe, mais en fait, qui n'en est pas un, qui s'explique tout à fait par cette loi de conservation de la luminance à la transmission. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu des relations entre grandeurs. Donc, ce sont des relations mathématiques qui permettent de lier entre elles certaines grandeurs. Alors, j'en ai listé certaines ici. Alors, en grisé, ce sont celles dont je ne parlerai pas, et puis en noir, celles que je vais illustrer dans ma présentation. Alors, l'idée ici, ça n'est pas forcément de faire des calculs pour faire des calculs, mais c'est plutôt avec l'idée ultérieure qu'on va utiliser la radiométrie, photométrie pour faire, par exemple, de la mesure. Et donc, l'intérêt, en fait, de ces relations entre grandeurs, c'est le fait que, par exemple, j'en prends une au hasard, celle-ci, là, la relation qui va vous donner donc l'intensité d'une source exprimée en fonction de sa luminance, c'est le fait que d'un point de vue pratique, si un jour vous avez à mesurer une luminance de source, mais que vous n'avez pas à votre disposition un luminance mètre, vous pourrez vous en sortir si vous êtes équipé d'un appareil qui fait des mesures d'intensité. Donc, vous avez une source, vous allez mesurer son intensité, et grâce à cette relation, vous pourrez déduire la luminance de la source. Donc voilà, ce sont des relations qui sont très importantes. Et donc, je vais vous en présenter deux, sans faire de calcul très compliqué. J'ai essayé de vraiment d'élaguer et simplement de vous faire sentir un petit peu les choses sur des cas très simples. Donc, la première relation que je vais vous présenter, c'est la relation entre la luminance et l'éclairement. Et on fera une petite application au calcul de la constante solaire. Et puis, la deuxième relation, c'est la relation entre l'intensité et l'éclairement. C'est la fameuse loi de Bouguer que je vais vous présenter dans quelques secondes. Alors, donc, relation entre la luminance et l'éclairement. Alors, le setup, il est là, il est très simple. On a un récepteur et en fait, se trouve dans cette direction, matérialisée par les pointillés, donc la direction UV. Alors, j'ai fait un copier-coller, comme j'étais un peu à la bourre, d'une des figures de mon ouvrage, donc ce n'est pas homogène avec les polices de la présentation. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc, l'idée, c'est qu'on a dans cette direction pointillée une source, par exemple une étoile, le Soleil,
qui émet à l'intérieur d'un angle solide que j'ai appelé d oméga r. Alors, toujours pareil, hein, indice R, parce que je me place sur le récepteur. Et je me place sur le récepteur parce que je veux faire un calcul d'éclairement. Alors, la façon de procéder est la suivante. On va considérer, pour simplifier aujourd'hui, hein, que la source, elle est vue sous un petit diamètre angulaire. Petite source. Donc, on va rester différentiel, on va utiliser la relation fondamentale. Donc, vous voyez, on va dire que le flux qui va être collecté par le récepteur, c'est le produit de la luminance du rayonnement multiplié par l'étendue géométrique définie par la configuration. Ici, cette étendue géométrique, elle est définie par le récepteur qui collecte le flux qui arrive à l'intérieur d'un petit angle solide. Voilà, donc on utilise en fait, vous voyez, pour D de G, eh ben, l'expression de l'étendue géométrique calculée côté récepteur. Et on se met côté récepteur parce qu'on cherche à calculer l'éclairement. Et donc, une fois qu'on a écrit ça, eh ben, après c'est trivial, on remarque que le quotient du flux par la surface va vous donner l'éclairement de cette surface, l'éclairement qui sera donc égal au produit de la luminance du rayonnement multiplié par l'obliquité. Vous voyez, le récepteur, en fait, il reçoit le rayonnement en oblique par rapport à sa normale et multiplié par l'angle solide sous lequel vous voyez la source depuis le récepteur. Voilà, donc c'est en fait comme ça qu'on va procéder pour démontrer et établir analytiquement toutes les relations entre grandeurs. Le point de départ, c'est toujours la même chose. On va partir donc de la relation fondamentale et puis en fait, on va exprimer les différents termes de la relation fondamentale en fonction de ce que j'ai raconté avant. Alors, on va appliquer ce résultat dans un cas simple, donc le calcul de la constante solaire. Donc, le Soleil, on le sait tous, hein, c'est un petit disque puisqu'il est vu sous un diamètre, sous un rayon angulaire d'environ 15 minutes d'arc. Et puis, par ailleurs, on connaît la luminance énergétique totale du Soleil. Elle vaut à peu près, dans le domaine du visible, alors, excusez-moi, il y a une coquille ici. Vous enlevez in the visible, c'est bien la luminance totale, donc intégrée pour toutes les longueurs d'onde entre 0 et l'infini. Voilà. Donc, on connaît la luminance énergétique totale du Soleil et je vous montrerai comment on la connaît un petit peu plus tard dans ma présentation, quand je vais vous parler des corps noirs. Donc, vous voyez cette luminance totale, 2,2 10 puissance 7 watts par mètre carré par stéradian. Donc, si vous faites l'application numérique, on connaît la luminance. Alors, en supposant qu'on considère l'éclairement dans ce qu'on appelle un plan de front, c'est-à-dire un écran qui est perpendiculaire au rayon du Soleil, on fait disparaître l'obliquité qui vaut 1. Donc, le produit de la luminance par l'angle solide, qui vaut donc ici… alors là aussi, j'ai dû faire une coquille. I alpha 2, ben on trouve la fameuse constante solaire, 1400 watts par mètre carré. Alors, tout ça, c'est en négligeant les pertes. Vous voyez que je n'ai jamais introduit dans les relations et les calculs qui sont là de pertes. Si vous êtes, par exemple, au niveau du sol, il y a l'atmosphère qui va absorber et diffuser une partie du rayonnement. Donc, au niveau du sol, dans le meilleur des cas, soleil au zénith, atmosphère extrêmement transparente, vous auriez un éclairement qui serait donc en valeur optimisée de l'ordre de 900 watts par mètre carré. Alors, la deuxième relation entre grandeurs que j'ai souhaité vous présenter, c'est la fameuse loi de Bouguer, qui est aussi connue sous le nom de loi de Lambert, mais en fait, c'est vraiment Bouguer qui l'a établie. Donc, personnellement, je tiens à rendre justice à Bouguer. Alors, Bouguer, vous voyez, 1698-1758, grand géophysicien français, il a fondé la photométrie, c'est le fondateur de la photométrie, et puis il a fait des tas d'autres choses en astronomie, il s'est intéressé au système des magnitudes,
il a fait de la géophysique, il a fait des mesures de la forme du globe terrestre. Il a beaucoup contribué à améliorer les systèmes de navigation maritime à l'époque, etc., etc. Donc, un grand génie français à qui il faut rendre hommage. Alors, Est-ce que je peux t'interrompre sur ce point particulier, Thierry? Oui, bien sûr. Compléter ton hommage à Pierre Bouguer avec l'excellent bouquin de Florence Tristam qui s'appelle « Le procès des étoiles sur l'expédition La Condamine », qui est une splendeur. Tout à fait. Oui, oui, puisqu'effectivement, de la Condamine et Bouguer étaient partis en expédition faire des mesures de méridien, de longueur de méridien. Donc, oui, tout à fait, grand génie. Alors, donc, que nous dit la loi de Bouguer? La loi de Bouguer, vous allez voir, c'est très simple. On considère une source. Alors, cette source, elle est connue par son intensité. Donc, par exemple, c'est une source ponctuelle, type étoile, ou alors c'est une petite source, une petite LED, par exemple. Voilà. Et puis, à une certaine distance, on va placer un écran. Et en fait, on aimerait connaître l'éclairement de l'écran dû à cette source, dont on connaît l'intensité. Alors, donc, si je me mets sur la source émet en direction de l'écran de surface DAR à l'intérieur d'un cône d'Ωs qui est défini par le pourtour, par la périphérie de cette source, donc émet un flux que j'appelle DFR, flux incident sur le récepteur, qui vaut, c'est trivial, définition de l'intensité, le produit de l'intensité de la source multiplié par cet angle solide élémentaire, dωs, qui est défini sur la source. Alors, l'angle solide, c'est tout simplement la surface apparente de la source divisée par le carré de la distance, écrit ici. Donc, vous voyez, vous avez la surface du récepteur, l'obliquité, voilà. Et donc, comme on est intéressé par l'éclairement, on va diviser le flux par la surface au niveau du récepteur et on obtient donc cette fameuse relation de Bouguer qui vous dit que l'éclairement sur le récepteur, il est égal donc au numérateur au produit de l'intensité par l'obliquité et au dénominateur, vous avez le carré de la distance entre la source et l'écran. Voilà. Donc, relation simplissime et extrêmement intéressante d'un point de vue pratique parce que par une simple mesure d'éclairement, on peut appréhender l'intensité d'une source. Et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, il est très facile de mesurer des éclairements puisque tous les smartphones, ou presque tous maintenant, ont une fonction luxmètre. Donc, il n'y a même pas besoin d'acheter un appareil très cher chez les Scientec et compagnie. Alors, bon, le smartphone est un peu moins précis, bien sûr, mais on fait des mesures d'éclairement avec un smartphone et donc on peut en déduire des valeurs d'intensité de source avec un setup qui est vraiment très simple. Alors, pour vous montrer, par exemple, alors c'est un peu académique, mais un petit exemple assez marrant, c'est celui où on considère une source. Alors, comme on cherche à faire un calcul littéral, on est obligé de simplifier et de faire certaines hypothèses. Donc, je considère une source ponctuelle de type LED, petite LED, isotrope, sous-entendu d'intensité isotrope. Et en fait, j'étudie l'éclairement qui est créé par cette petite source qui est placée à une certaine distance D0 d'un écran. Alors, donc, on procède en deux étapes. L'éclairement, vous voyez, sur la normale à la surface qui passe par la source, il est trivial, c'est la loi de Bouguer, directement. Donc, l'éclairement que je vais appeler E0, au centre de l'écran, c'est I0, l'obliquité vaut 1, puisqu'on est sur la normale à la surface, divisé par le carré de la distance. Donc, en fait, là, il y a une petite coquille, c'est D0 carré. Et puis, donc, après, si je me place sur un autre point de l'écran, la distance dθ, elle a augmenté. Donc, la distance dθ, en fait, elle vaut D0 sur cosinus θ. Cosinus θ, c'est l'obliquité. Ici, donc vous avez une distance dθ qui a augmenté. Et puis, par ailleurs, dans cette direction-là, la source est isotrope. Donc, j'ai la même intensité, Iθ égale I0. Voilà. Et donc, voilà, on finit le calcul, c'est vraiment trivial. Et on a un résultat qui est vraiment simplissime. Vous voyez, l'éclairement, en ce point de l'écran,
qu'on appelle Eθ, hein, l'éclairement, donc il est égal à l'éclairement au centre de l'écran multiplié par le cosinus cube de θ. Donc vous avez en fait un éclairement qui est maximum au centre de l'écran, et après vous avez une décroissance très rapide qui est imposée par la loi de Bouguer d'une part et cette hypothèse de source isotrope en intensité. Donc ça veut dire concrètement que pour éclairer uniformément un bureau, un plan de travail, avec une source ponctuelle, c'est compliqué, ça marche bien, encore une fois, à la verticale, mais dès qu'on va s'écarter un petit peu, la décroissance va être très rapide. Alors, je vous ai présenté les relations entre grandeur dans le vide, puisque j'ai considéré en fait qu'on n'avait pas de composants optiques jusqu'à présent entre la source et le récepteur. Alors en fait, dans les instruments maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas détailler, mais c'est des choses, je pense, qui vont beaucoup intéresser Thierry et que Thierry vous présentera tout à l'heure. Alors l'idée est la suivante, c'est que maintenant on a un système optique, on regarde une source, on forme une image sur une matrice. Alors on va commencer par s'intéresser au pixel central. Et donc, on est intéressé, par exemple, pour connaître le flux qui est incident sur ce pixel central. Alors, une façon de faire dans le cas général, mais qui n'est pas forcément la façon que vous allez utiliser, parce que dans le cas général, si vous voulez, on considère des objets étendus. On va regarder avec un système optique une source étendue ou bien un paysage, enfin, voilà. Donc, on appelle ça une source étendue. Et vous, souvent, vous êtes amené à établir vos rapports signal à bruit sur des étoiles, donc des sources ponctuelles. Donc, ce que je présente, c'est quelque chose de générique, mais qui doit être adapté après en fonction des cas. Alors, le générique, c'est que donc, pour appréhender le flux qui va tomber sur ce pixel, qui est petit, le pixel est petit, c'est quelques microns en fait, on va considérer d'abord l'étendue géométrique du faisceau entre la source et le pixel. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'elle se conserve, donc on va pouvoir l'exprimer soit du côté objet, soit du côté image. Alors, si on se place du côté image, en fait, elle s'exprime très simplement dans le cas d'une conjugaison infini-foyer, ce qui est votre cas, vos objets d'intérêt sont à l'infini. Alors, cette étendue géométrique, si vous vous rappelez des définitions précédentes, vous avez deux diaphragmes, donc l'optique et le pixel, qui permettent de définir votre étendue géométrique côté image. Et si vous vous placez, par exemple, sur le premier diaphragme, l'étendue géométrique, c'est la surface du premier diaphragme multipliée par l'angle solide sous lequel on voit le second diaphragme depuis le premier. Et donc, vous voyez, comme le pixel est normal à l'axe, cette étendue géométrique, c'est tout simplement la surface du pixel divisée par cette distance qui vaut la focale en conjugaison infini-foyer. Donc, vous appréhendez très rapidement l'étendue géométrique. Elle dépend de la surface de la pupille, heureusement. Elle dépend de la surface du pixel. Et à partir de là, pour aller plus loin, on revient sur la relation fondamentale. Alors, cette relation fondamentale, là, vous voyez, j'ai fait un petit abus de notation. J'aurais dû rester en D2F égale à LD2G. Je fais un petit abus, mais c'est un abus qui est facile à justifier. Le calcul est rigoureux. C'est que le pixel ici est tout petit. Donc, en fait, ce pixel voit une toute petite zone de l'objet. Donc, en fait, si je considère, par exemple, vous voyez les rayons de champ, là, et puis tous les rayons qui sont à l'intérieur de ce double cône ici, je peux vraiment considérer que j'ai affaire à un pinceau. Je suis vraiment dans le cas d'un pinceau. Et donc, comme la zone de l'objet étendue est petite, je peux considérer que la luminance de l'objet est constante. Alors, bien évidemment, tout ça, encore une fois, c'est sous-tendu par le fait qu'on a un pixel qui est petit. Alors, donc, à ce moment-là, on peut utiliser la relation fondamentale. La luminance reçue au niveau du récepteur, j'ai parlé des lois de conservation précédemment, c'est la luminance de la source et on va pondérer par tous les facteurs de transmission. Donc, transmission de l'optique, transmission de l'atmosphère, on peut rajouter des filtres, ce que vous voulez. Voilà. La luminance de la source, si on la connaît, on pourra finaliser le calcul. Donc, par exemple, si on travaille sur un corps noir, pas de souci.
Et enfin, l'étendue géométrique, je l'ai présenté juste avant. Donc, on remet tout ça ensemble et vous avez donc le flux collecté par ce pixel qui dépend des différents paramètres du système optique. Donc, vous avez maintenant un modèle théorique, littéral de votre problème. Vous pourrez jouer avec les différents paramètres pour optimiser le flux collecté. Et donc, in fine, le rapport signal à bruit. Alors, tout ça, c'était pour un pixel central. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on travaille avec des pixels qui sont hors axe? Vous voyez, par exemple, ici, le cas d'un pixel qui travaillerait dans un champ θ. Alors, le principe des calculs est le même, sauf que maintenant, vous voyez, si on s'intéresse à l'étendue géométrique du pinceau qui est là, ben, les deux diaphragmes, ils sont maintenant obliques par rapport à la direction moyenne. Donc, on ne va pas considérer les surfaces des diaphragmes comme on l'a fait avant. Vous vous souvenez ici? Ici, on a pris la surface de l'optique, par exemple. On était complètement normal par rapport à l'axe. On a pris la surface du pixel. Mais maintenant, les deux diaphragmes sont obliques. Il faut considérer les surfaces apparentes. Et puis, par ailleurs, vous voyez la distance qui joint les diaphragmes, elle a augmenté. C'est la distance de départ divisée par en fait, le cosinus de l'angle de champ. Alors, si on écrit ça en termes d'étendue géométrique, vous voyez, on considère maintenant les deux surfaces apparentes. La distance qui joint les deux diaphragmes a augmenté et on récupère une étendue géométrique qui est égale à celle sur l'axe multipliée par le cosinus à la puissance 4. Et si on suppose, c'est un modèle, qu'en plus on est en train de regarder une source à luminance uniforme, comme le fond du ciel par exemple, eh bien, en fait, le flux qui est collecté par ce pixel hors de l'axe, il est égal au flux collecté par le pixel central multiplié par cosinus puissance 4 de l'angle de champ. C'est la fameuse loi en cosinus puissance 4 qui fait que quand on fait des mesures d'éclairement, donc ici, vous en avez un exemple très concret, hein, vous avez une image enregistrée sur une caméra CCD. Donc, on affiche ici l'éclairement. Et pour faire cette image, on a regardé une scène à luminance uniforme en faisant un flat field. Et vous voyez très bien qu'il y a non-uniformité de l'éclairement. Vous le savez tous, hein, les coins sont plus sombres que le centre. Et on a une décroissance de l'éclairement en cosinus puissance 4. Alors, certains d'entre vous sont en train de se dire, il a un peu raison, mais il n'y a pas que la loi en cosinus puissance 4 qui est pénalisante. Vous avez raison, il y a aussi dans les systèmes optiques, c'est un peu hors sujet, mais je l'évoque très vite ici, le problème du vignettage, c'est-à-dire l'idée que quand on va travailler dans le champ avec un système optique, ici un triplet de Cook, eh bien justement, comme ce système a une certaine pupille, et que quand on va adresser le champ, le faisceau va basculer autour de la pupille, eh bien, il va se passer, vous le voyez bien ici, que ici sur la lentille L3, le faisceau monte, donc on perd des rayons, et puis sur la lentille L1, le faisceau descend, on perd des rayons, et donc à l'arrivée, il y a moins d'énergie pour ce point de champ que si on avait travaillé sur l'axe optique. Donc en fait, vous avez ces deux phénomènes, loi en cosinus puissance 4 et vignettage, qui se combinent pour vous créer ce genre d'effet qui peut être assez pénalisant s'il n'a pas été analysé précisément au moment de la conception du système optique. Voilà, je vais finir ma présentation par un rapide survol de ce qu'on appelle le corps noir, qui est une source très utilisée en radiométrie, photométrie. C'est un peu une source de référence, elle est très bien connue au niveau de sa loi d'émission et au niveau métrologique, on sait fabriquer des sources qui émettent donc des rayonnements de type corps noir. Alors, donc, vous connaissez probablement tous cette image également, magnifique image du fond diffus cosmologique par le satellite Planck, où donc on code ici la température. Alors, l'image ne représente pas tout à fait la réalité, parce qu'en fait, entre le bleu et le rouge, vous n'avez qu'une variation de température de quelques 10-5, donc tout à fait négligeable. Donc, vraiment, en première approximation, l'univers apparaît comme lambertien, c'est-à-dire que sa luminance est uniforme dans toutes les directions. Donc, l'univers, le fond diffus cosmologique est un rayonnement de type corps noir.
excusez-moi pour des choses qui sont très connues de la plupart d'entre vous, mais les corps noirs, ce sont des choses qu'on va rencontrer effectivement assez facilement dans la nature. Donc, j'ai parlé du fond diffus. Il y a également les étoiles qui, en première approximation, rayonnent comme des corps noirs, etc. Alors, par définition, un corps Y sera qualifié de corps noir si son facteur d'absorption, alors, pour faire savant, c'est facteur d'absorption spectrale bidirectionnel, voilà, parce que ça dépend de la longueur d'onde et ça dépend de la direction des rayons émis. Et en plus, ça va dépendre de la polarisation et de la température. Enfin bref, si ce facteur d'absorption est égal à 1, quels que soient tous les paramètres, vous avez affaire à ce qu'on appelle un corps noir. Alors, je passe sur les détails, le temps me manque, pour vous dire qu'en photométrie, il y a donc une fameuse loi qui est la loi de Kirchhoff, qui va nous permettre d'affirmer qu'en fait, quand on connaît la loi d'émission d'un corps noir, qui n'est définie que par sa température, on va pouvoir en déduire la loi d'émission de n'importe quel corps X à condition de connaître le facteur d'absorption de ce corps. Donc, vous voyez ici, la relation est très simple. La luminance, la densité spectrale de luminance de n'importe quel corps, elle est égale à celle du corps noir à la même température multipliée par le facteur d'absorption de ce corps considéré. Et donc, comme le facteur d'absorption est inférieur à l'unité, en fait, à une température donnée, le corps noir, c'est celui qui a la plus forte luminance spectrale. Alors, cette densité spectrale de luminance, elle est donnée par la fameuse loi de Planck, que la plupart d'entre vous connaissent, donc établie par Planck. Donc, c'est vraiment une densité spectrale de luminance. Voilà. Alors, ça se note dl sur d lambda, mais en fait, c'est un abus toléré. Quand on écrit ça, on comprend ce qu'on veut dire. N'allez pas comprendre que c'est une dérivée. La notation est maladroite. Ça n'est pas une dérivée parce qu'en fait, il n'existe pas de formule analytique qui vous donne la luminance d'une source, et notamment la luminance d'un corps noir. On ne sait calculer que, dans le cas du corps noir, sa densité spectrale de luminance, c'est-à-dire sa luminance calculée dans des petites bandes spectrales, des lambda. Et donc, le résultat est ici. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas la luminance, c'est la densité de luminance spectrale qu'on appelle en français la luminance spectrique. Donc, ça n'est pas une dérivée, c'est simplement une notation un peu maladroite. Donc, cette chose-là, si on la trace, en fonction de la longueur d'onde, en fait, on a des courbes bien connues qui sont des courbes en cloche. Donc, l'émission est nulle à la longueur d'onde nulle, elle tend vers 0 pour des longueurs d'onde infinies, et l'émission passe par un maximum à une certaine longueur d'onde qui est définie par la fameuse loi de Wien. Par exemple, à température ambiante, à 300 K, un corps aura son maximum de luminance spectrique à 10 microns de longueur d'onde. Donc, tout ça, c'est en unité énergétique. Et puis, bien évidemment, pour des personnes comme vous qui faites des calculs de rapport signal à bruit, donc qui raisonnez plutôt avec des nombres de photons et des nombres d'électrons, vous avez le pendant en unité photonique. Vous avez une loi de Planck pour la luminance spectrique photonique, donc des courbes qui ont la même allure, une loi de Wien dérivée, etc., etc. Donc, bon, là, je n'insiste pas. Alors, si, il y a quelque chose d'intéressant à savoir, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, plaçons-nous directement dans le cas du Soleil pour faire simple. La luminance spectrique du Soleil est maximale à 0,5 microns. À l'œil, le Soleil apparaît jaune. Et sachez, par exemple, qu'avec ces différentes relations mathématiques, on peut montrer que le Soleil émet 98% de ses radiations entre 0,25 microns et 4 microns. Alors, je voulais terminer vraiment une seconde avec quelques ordres de grandeur sur des sources naturelles. Alors, le Soleil, j'en ai un petit peu parlé. On a parlé de la constante solaire, 1400 watts par mètre carré hors atmosphère. Alors, si vous ramenez ça en unité visuelle, ça fait à peu près 120 000 lux. Pour
pour ceux qui ont l'habitude des unités visuelles. Hein. Et puis alors au niveau du sol, eh bien, on perd parce que l'atmosphère absorbe et diffuse. Alors le ciel, si vous considérez par exemple le ciel bleu, hein, un jour où il fait très beau, vous faites abstraction du soleil, vous ne considérez comme source que le ciel bleu. Eh bien, l'ensemble du ciel bleu, donc le demi-hémisphère au-dessus de vos têtes, il aura une luminance visuelle d'environ 2000 candela par mètre carré. Voilà. La pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est intéressant. La lune, c'est une source secondaire. Elle est éclairée par le soleil et elle est lambertienne en première approximation, donc à luminance uniforme. Alors, en première approximation, son albédo, c'est 7%. Et on peut montrer que, ce n'est pas compliqué à faire, on le fait avec les étudiants, l'éclairement créé par la pleine lune dans un plan de front hors atmosphère, c'est à peu près 1 lux. Vous étiez à 120 000 lux avec le soleil, vous êtes à un peu moins de 1 lux avec la pleine lune. Voilà. Et puis, vraiment pour finir, si maintenant vous considérez la nuit, vous êtes sous un très beau ciel à Paranal, l'ensemble de la voûte étoilée, ben ça vous crée donc dans un plan de front, alors ici c'est au niveau du sol, hein, donc il faut vraiment un très bon ciel, un éclairement de l'ordre du millilux. Si vous êtes avec une nuit couverte au niveau du sol, vous serez avec des éclairements de l'ordre de 10 puissance moins 4 lux. Et enfin, je suis très vicieux, une nuit couverte dans une forêt, vous aurez des éclairements au niveau du sol qui seront inférieurs à 10 puissance moins 5 lux. Voilà. Excusez-moi d'avoir débordé un petit peu. Excuse-moi Thierry. Mais c'est super Thierry, c'était vraiment très très à propos et merci, mille merci. Et c'est tellement fondamental et c'est vrai que nous tous, quand on pratique l'astronomie, on est toujours perdu dans ces terminologies. Et à la fois, voilà, ce retour aux fondamentaux, la compréhension de l'étendue géométrique, et puis ces grandeurs, ces ordres de grandeur là, sur lesquels tu as terminé sont excellents et ça fait une très bonne transition avec ce que j'ai préparé.